sur le podcast Bien dans ta boîte, je suis Laura Besson, coach, formatrice et autrice. Sur ce podcast, seul ou avec mes invités, on parle psychologie et entrepreneuriat, car je crois que le savoir, c'est la liberté. Celle de devenir libre, autonome, responsable et acteur-actrice de ta vie et de ton business. Ici, on explore les défis de la régulation émotionnelle, des relations et de l'identité professionnelle, tout en découvrant des solutions pratiques pour trouver ta place sur le marché et dans ta vie. Bonne écoute. Bonjour Marjorie, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Je suis très heureuse de te recevoir puisque, comme on se le disait en off juste avant de commencer, nous t'avions déjà reçu dans le podcast de Bien dans ta boîte en 2021, si notre mémoire commune ne nous fait pas défaut, pour ton premier livre. Et tu reviens aujourd'hui nous parler de ce nouveau livre que je montre pour ceux qui sont sur YouTube à la vidéo. Donc, Mon cahier Moni. Donc aujourd'hui, on va parler d'argent, on va parler de rapport à l'argent. Avant toute chose, je vais bien entendu te laisser la parole et que tu puisses te présenter pour nos auditeurs, auditrices qui peut-être ne te connaissent pas. Merci Laura, ravie d'être ici pour parler d'argent et de relations à l'argent. Moi, je suis Marjorie Lombard, je suis coach professionnel spécialisée dans la carrière et le professionnel des femmes. Je suis aussi spécialiste de la relation à l'argent. Oui, il existe une telle spécialité en coaching. Et j'accompagne des femmes entrepreneurs, qu'elles soient en lancement d'activité ou beaucoup plus avancées, à déployer leur entreprise sur les plans stratégiques, sur les plans marketing, mais aussi sur le plan intérieur, parce qu'on sait que la dirigeante n'est pas distincte de son entreprise. Hein. Les deux sphères professionnelles et personnelles sont liées. Donc, j'accompagne aussi sur des thématiques mindset, émotionnel et relation à l'argent. Eh bien justement, tu me fais une bonne transition avec ta présentation, puisque la première question en lisant ton livre qui m'est venue, c'est d'attaquer par une question qui m'intéresse beaucoup et qui, je sais, va intéresser beaucoup de nos auditeuristes, notamment des entrepreneuses ici présentes. Avant qu'on rentre dans les questions concrètes, j'attaque avec la lecture globale de la situation sur la question de la relation à l'argent. Tu en parles toi aussi dès le début de ton livre, notamment sur les différences de rapport à l'argent entre hommes et femmes. Est-ce qu'on peut commencer par parler de ces différences de rapport et d'éducation entre hommes et femmes à l'argent ? Effectivement, tel qu'on a été élevé en France à notre époque, parce que ça peut varier selon les pays et les cultures, mais au moment où on enregistre, les petites filles ne sont pas élevées comme les petits garçons. Donc, il existe des différences financières concrètes et éducatives par rapport à l'argent. Par exemple, on a remarqué que les petites filles sont plutôt encouragées à être sages, à faire attention, à ne pas prendre de risques, attendre qu'on leur donne la parole. Dans la cour de récréation, il y a beaucoup moins d'espace dédié aux jeux des petites filles, alors que les jeux dits de garçons, type ballon et autres, occupent une énorme place physique. Donc, il y a des différences. Les petits garçons, on les encourage à essayer, à prendre des risques, à se montrer audacieux. Et donc, ces façons d'éduquer petites filles et petits garçons ont après des impacts sur la vie professionnelle et financière entre les hommes et les femmes, puisque on sait, hein, les chiffres le prouvent, les femmes gagnent moins d'argent que les hommes, elles touchaient déjà moins d'argent de poche que les garçons au petits âges, elles demandent moins d'augmentation ou de promotion pour les salariés et pour les entrepreneurs, elles sous-tarifent par rapport à leurs homologues masculins. En cas de mariage, et après, s'il y a des enfants dans le couple, c'est elles qui vont s'arrêter de travailler plus que les garçons. Donc, il va y avoir un impact dans la progression de carrière et dans la retraite. Et jusqu'à la fin, à l'héritage, elles touchent moins que ces messieurs. Donc, depuis la naissance jusqu'à la mort, presque, aujourd'hui, en France, il y a une différence d'éducation et de traitement entre les hommes et entre les femmes. Et cette différence de relation cette différence de gain va aussi être marquée par une différence de relation, puisque de tout temps, donc là après c'est historique, hein, on peut reprendre depuis les hommes préhistoriques la répartition des rôles, du travail et autres depuis plus de 5000 ans, on va dire.
Mais il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, les femmes se sont construites dans le don plus que les hommes. C'est les hommes qui partaient travailler à l'extérieur et qui ramenaient ou le gibier quand il n'y avait pas d'argent, ou l'argent quand il y avait de l'argent. C'était les femmes qui s'occupaient de l'argent à la maison, l'argent que ramenaient les messieurs. Elles savaient très bien le gérer, elles savaient très bien s'en occuper, mais elles n'étaient pas habituées à le gagner. C'est très récent. C'est depuis, on le date à peu près à la Première Guerre mondiale, quand les hommes ont dû partir au combat, eh bien les femmes ont repris les fermes ou les commerces. Ça s'est amplifié avec la Deuxième Guerre mondiale, mais à l'échelle de l'histoire, c'est très très récent que les femmes peuvent travailler, gagner leur propre argent et être habituées à le manipuler, à en parler librement. Donc ça explique qu'il y ait toutes ces différences. Et pour terminer, j'évoquais tout à l'heure la question du don. Les femmes se sont construites sur le don d'elles-mêmes, hein, le don de leur corps pour enfanter, donner le lait, nourrir l'enfant, donner de leur temps pour s'occuper des anciens et des plus jeunes. Donc, c'est pas encore tout à fait habituel pour une femme de sortir de ce don. C'est aussi pour ça qu'on voit beaucoup de femmes, en tous les cas dans moi, ce que j'observe, mais les études et les enquêtes corroborent tout ça. Je vois beaucoup de femmes, notamment chez les entrepreneurs, être gênées par rapport à l'argent, par rapport au fait qu'elles puissent demander de l'argent à leurs clients, recevoir de l'argent. Tout cela n'est pas encore complètement naturel et décomplexé, sorti du tabou. Alors justement, on abordera après les questions, on va dire, un peu pratico-pratiques une fois ce constat fait, qui peut être un peu démobilisant pour certaines qui nous écoutent. Justement, tu parles aussi dans ton bouquin de du coup comment on fait, comment on change ce rapport à l'argent, etc. Mais avant ça, pour rester dans les questions globales, au début de ton livre que je remonte à la caméra, tu proposes un test pour évaluer justement son rapport à l'argent. Que j'ai lu et que j'ai fait, du coup, je me suis quand même prêtée à l'exercice. Et il y a deux questions qui ont attrapé mon attention dans ce test et qui interrogent la vision qu'on peut avoir des riches, des pauvres dans une société. Souvent, dans le discours développement personnel, mindset, etc., on entend que l'argent est une énergie, que l'abondance attire l'abondance, qu'il faut vibrer sur la bonne fréquence, etc. C'est un discours qui peut être perçu culpabilisant pour les personnes qui sont en situation de précarité. J'aimerais bien entendre ton point de vue là-dessus. Car bon, on a quand même une réalité sociologique avec laquelle il faut composer, à savoir que les transfuges de classe restent des raretés statistiques, même chez les entrepreneurs. Donc ma question, un peu provoque pour commencer, c'est est-ce que ça suffit de travailler ses croyances et son énergie pour travailler son rapport à l'argent? Merci de poser cette question parce que moi, je suis absolument contre la loi d'attraction et toutes les dérives que ça a pu engendrer. Alors, c'était super, cette loi d'attraction, pour certaines personnes qui n'étaient pas du tout conscientes du pouvoir qu'on a de changer certaines choses qu'on peut changer dans certaines limites. Donc, ça a pu éveiller des personnes à se dire, ah, mais il n'y a pas de fatalité, je peux essayer de faire des choses pour m'en sortir, et notamment en essayant de changer mon point de vue sur certaines choses. Mais il y a eu tellement de dérives voilà, dans le milieu du développement personnel et spirituel que très vite, j'ai essayé de m'éloigner de tout ça parce que c'est pas aussi facile. Oui, il y a un côté, si on veut, on peut. C'est pas complètement faux. Mais il y a d'autres facteurs. On est fait de nous-mêmes, de la société dans laquelle on a grandi, des parents, de la génétique. Enfin, il y a énormément de facteurs, pas que les facteurs sociologiques d'ailleurs, qui vont venir jouer sur le rapport qu'on a avec l'argent. Moi, mon expérience m'a montré qu'il n'y a pas de fatalité avec l'argent et que même si on démarre avec très peu, on peut construire, on peut devenir propriétaire. J'ai vu des personnes qui étaient très peu allées à l'école, qui n'avaient pas de diplôme, qui pouvaient même être issues de l'immigration, mais qui savaient très très bien faire avec l'argent et qui arrivaient à se constituer un patrimoine sans parler de millionnaires, sans aller jusque-là, mais qui arrivaient à se construire un patrimoine et qui arrivaient à gagner plus d'argent que des personnes bien nées, qui avaient fait de bonnes études en France et qui, malgré leur diplôme, n'arrivent pas à garder l'argent et à le faire fructifier. Ça, je le constate au quotidien. Il n'y a pas de fatalité en matière d'argent. En revanche, l'argent est une énergie si on veut considérer que c'est une énergie.
mais on n'est pas obligé de dire que l'argent est une énergie. L'argent, il faut, je pense, commencer à se rappeler que c'est un outil qui a été inventé pour donner une valeur aux choses, aux services, aux objets, donc une forme d'unité de mesure qui pouvait être relativement identique dans un territoire donné. Hein, ça simplifiait les mécanismes d'échange, et notamment économiques. Et puis, c'est devenu une monnaie. Mais c'est tout. Euh, c'est tout à l'origine. Donc, c'est-à-dire, c'est un objet qui facilite les transactions, qui donne une unité de valeur aux choses. Mais ça n'est pas que ça, parce que c'est aussi pour ça que j'ai aimé ce sujet et me former à ce sujet. C'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche quelque part, parce que ce côté utilitaire de l'argent a très rapidement été dépassé, parce qu'on est venu à coller des choses sur l'argent que l'argent n'est pas. Hein. Parce qu'on se rappelle, l'argent, ça peut être aussi des pièces de métal, des billets de papier ou des bits informatiques, si on parle des monnaies virtuelles ou autres. Mais on est venu un peu comme un écran de cinéma. Les personnes qui manipulent l'argent égale les êtres humains, hommes et femmes, en sont venus à coller des choses comme si l'argent était une surface de projection. Et là, on y met tout et son contraire. Parce qu'on observe, quand on pose la question à des personnes, et vous, chères auditrices, auditeurs, si je vous dis le mot argent, à quoi vous pensez? Et si vous étiez là dans la pièce avec moi et qu'on faisait un sondage, on se rendrait compte que pour certaines personnes, l'argent, c'est la sécurité, par exemple, la liberté, le plaisir, donc des mots à tendance plutôt positive. Mais pour d'autres personnes, c'est pas du tout ça. Et d'autres personnes vont projeter sur l'argent des mots comme l'argent, c'est l'injustice, c'est la cause de tous les maux, c'est synonyme de problème, c'est sale. On entend beaucoup, hein, l'argent, c'est sale. Donc pour d'autres personnes, eh bien, l'argent, c'est connoté négativement. Et puis, pour encore d'autres personnes, ça va être un mélange. L'argent est vu à la fois comme quelque chose de positif, liberté, plaisir et tout ça, et à la fois comme quelque chose de négatif, source d'injustice, source de problèmes, par exemple. Donc, on voit que chaque personne va envisager l'argent comme quelque chose de très personnel et va finalement mettre de la subjectivité dans quelque chose qui est neutre et utilitaire. Et c'est à partir de ces projections que les problèmes commencent avec l'argent et dans la relation à l'argent. Alors, ça m'évoque plein de questions sur lesquelles on reviendra au fur et à mesure de notre échange, parce que j'entends tout ça. Et puis évidemment, il y a les thématiques sociologiques, tu en as parlé, il y a la question familiale qui vient se mettre là-dedans, il y a une lecture énergétique aussi dont on va parler juste après, mais que tu évoques dans ton livre. Mais juste avant ça, ça m'a évoqué une question que j'avais pas prévue. Qui est une question finalement un peu plus sur toi que sur ton livre en particulier, mais je me dis, tu adresses là un sujet qui est quand même éminemment politique par définition, puisque sous-tendu aussi par des visions économiques X et Y, défendues par, sous-tendu plutôt, pardon, par différentes visions possibles, économiquement, philosophiquement, sociologiquement. Comment est-ce que ça peut venir se matérialiser, toi, au quotidien, dans ton travail d'entrepreneuse, dans les prises de parole que tu fais dans les différents médias, etc. Est-ce que ça t'arrive de te retrouver confronté à ces questions-là? Est-ce que c'est un sujet qui t'a demandé, en écrivant ce bouquin, d'aller aussi chercher peut-être du côté des sciences politiques, des sciences économiques, etc. Comment ça s'est orchestré, ce lien-là? Moi, ça fait des années que je m'intéresse à ce sujet, ça fait des années que je suis formée professionnellement à ce sujet, après m'être formée personnellement et avoir fait des recherches sur l'argent. Donc, ça fait un certain temps que je m'intéresse à tout ça. Je ne suis pas de formation économique, donc je ne suis pas économiste, je ne suis pas, j'ai pas fait de sciences politiques non plus, donc j'ai une approche, on va dire, instruite, mais je ne suis pas du sérail, je n'ai pas été banquière non plus. Donc c'est vraiment ce que j'ai essayé de retransmettre là,
c'est de donner des clés de compréhension dans ce livre, comme ce que je fais avec mes programmes sur l'argent ou mes coachings avec les personnes, mais donner avant tout des clés de connaissance et de compréhension de ce qu'est l'argent et de comment il peut se jouer de nous si on n'a pas cette connaissance et ce recul pour permettre au plus de personnes possibles, notamment les femmes, de prendre du recul et de faire de l'argent un moyen de développement plutôt qu'être assujetti au pouvoir qu'il prend quand on est pris dans les projections inconscientes et autres. Donc il est certain que en fonction de chaque personne, il peut y avoir des positions économiques ou politiques différentes par rapport à qu'est-ce qu'on va faire de cet argent et comment on va l'utiliser. Ça, c'est évident. Après, mon propos, il est, il est même un cran au-dessus, c'est-à-dire de sortir des points de vue partisans, parce que moi, j'accepte que chaque personne est libre de pouvoir l'utiliser de la façon qu'elle pense juste, du moment qu'elle est passée de l'idée de objet à être actrice. Hein. C'est-à-dire que j'espère que ce livre et que mes accompagnements sur l'argent permettent de rendre les personnes plus connaissantes, plus instruites pour se libérer de certains mécanismes qui les empêchent. Après, le libre arbitre est là et chaque personne va faire en fonction de qui elle est et de ses orientations avec l'argent. Du moment qu'on est sorti du discours qui vient des tripes et qui n'est pas passé au filtre d'une forme de raison, si tant est qu'on a encore une part de libre arbitre. Je sais qu'elle est minime, mais elle est quand même là. Bah alors justement, dans tous ces axes que tu proposes dans ton livre pour s'investir dans cette faille du libre arbitre, aussi petite soit-elle, mais existante quand même, et y faire de la place, tu proposes une lecture entre guillemets énergétique aussi, de mettre en lien ces deux notions-là. Et donc tu fais des liens notamment avec la théorie des 5 éléments dans ton bouquin. Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots de cette théorie des 5 éléments et surtout des liens avec l'argent pour proposer une autre lecture, un autre prisme de lecture sur l'argent? Oui, alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, il faut savoir que j'ai une attirance pour le domaine énergétique depuis l'enfance, on va dire. Donc depuis très petite, je m'intéressais à ces questions et en grandissant et en faisant aussi mon apprentissage, je suis très proche de l'approche élémentale avec les éléments eau, air, terre, feu et le cinquième élément. Même avant de parler d'argent, l'élément air, les pensées, l'élément eau, les émotions, l'élément terre, le côté concret, l'élément feu, la passion, la créativité, l'énergie, et le cinquième élément qu'on peut appeler éther dans certaines traditions. Ces éléments-là étaient une grille de lecture, pas la seule, mais une grille de lecture que j'avais pour penser le monde et agir pour moi-même. Et quand je me suis intéressée à comment fonctionnait l'argent, ce qu'était l'argent, pour moi, il y a eu un parallèle qui s'est fait de lui-même et je me suis dit, ah, mais c'est très intéressant. En fait, l'argent a plusieurs facettes, a plusieurs dimensions. Et il a autant de dimensions que les 4 éléments plus un. C'est-à-dire que l'invitation que je propose aussi aux lectrices et lecteurs du livre, c'est avant tout faire la paix avec l'argent, apaiser leur relation à l'argent pour que l'argent puisse devenir, comme je le disais, un outil, un moyen à leur développement professionnel, personnel, ou mettre en place les projets qu'ils souhaitent mettre en place. Parce que sans une relation apaisée avec l'argent, c'est très difficile. C'est laborieux, c'est coûteux et c'est pas complètement épanouissant. Donc pour arriver à être le plus en paix possible, parce que c'est un travail de tous les jours en réalité et on n'est jamais arrivé à quoi que ce soit, il y a besoin d'apprendre à apaiser cette relation. Et pour ça, il m'a semblé, il m'est venu un jour comme ça m'est apparu et je me suis dit, mais en fait, l'argent a plusieurs dimensions et il faut tout apprendre à les travailler, à les manier pour être en paix. Et en fait, ces dimensions, c'est celle des 4 éléments plus un. Donc le plus un, c'est la personnalité qu'on a avec l'argent.
Moi, j'utilise le système des archétypes, les archétypes de Jung qui ont été déclinés en archétypes financiers, donc personnalité financière. Donc déjà, connaître son type de personnalité avec l'argent, savoir qu'il n'y a pas un meilleur type qu'un autre pour faire de l'argent, mais simplement s'accepter comme on est, avec les talents et les facilités à faire avec l'argent, mais aussi avec les écueils à éviter en fonction des types. Donc tout d'abord, bien se connaître pour pouvoir optimiser ce qui marche bien et être vigilant avec les écueils. Et ensuite, la dimension ou l'élément O, apprendre à traverser les émotions que l'on entretient avec l'argent, puis l'élément R, les croyances, les pensées ou l'état d'esprit que l'on entretient avec l'argent. On pourra donner des exemples ensuite si tu veux. L'élémentaire, le plan concret, la gestion. Il faut s'occuper de son argent. On ne peut pas ne pas s'occuper de son argent, surtout en vivant dans un pays et dans une société qui manie l'argent. On ne peut pas s'en passer. Et enfin, l'élément feu, donc la créativité, le jeu, on peut prendre du plaisir et jouer avec l'argent. Je ne parle pas de jeu d'argent ou de casino, je parle de jeu intellectuel. Et en tous les cas, l'énergie qu'on y met, le sens que ça a pour soi avec cet élément feu. Donc, la vision que moi je propose, c'est la vision avec ces 5 dimensions, ces 5 facettes que l'argent peut revêtir et apprendre à faire avec chacune des dimensions. Il existe des exercices, des pratiques, des protocoles que l'on peut mettre en place dans le but d'apaiser cette relation à l'argent. Alors justement, puisque tu as balayé un grand nombre de sujets, pour entrer dans les questions pratico-pratiques, dans le livre, tu balayes plein de sujets par cette théorie élémentale et pas que. Les émotions, les croyances qui sont liées à l'argent, les loyautés familiales, forcément ça a attiré l'attention de la systémicienne, l'énergétique, comme tu l'as dit, le budget quotidien, vraiment le pratico-pratique, etc. Donc il y a une lecture très complète. Pour celles et ceux qui nous écoutent, est-ce que tu as un conseil pour identifier le premier point qui me concerne? Moi, je suis entrepreneuse, je lis ton livre, j'ai un sujet avec la relation à l'argent, je vois tout ça, je me dis, ok, c'est quoi, par quoi il faut que j'attaque en fait? Alors, si on a le livre dans les mains, il va y avoir un test qui a été fait pour justement dire, bah, tiens, en fonction de ces 5 dimensions, lesquelles ou laquelle est le plus empêchante pour moi. Donc, pour les lecteurs et lectrices du livre, c'est plutôt facile. On remplit le questionnaire et on sait quelle page aller, où aller voir et commencer à travailler. Si vous nous écoutez et que vous n'avez pas encore le livre, moi, je vous conseille de commencer par une sorte d'état des lieux très facile. Ça demande simplement d'être capable de prise de distance et de remise en question et de vous dire, bah, OK, moi, aujourd'hui, on ne parle pas d'hier, d'avant, on parle vraiment de aujourd'hui. Je suis entrepreneur, je suis à mon compte. OK, quel est l'état des lieux? Déjà, est-ce que j'arrive à facturer? Oui ou non? Est-ce que j'arrive à facturer des clients? Est-ce que j'arrive à donner des tarifs sur ce que je fais? Donc, est-ce que j'arrive à parler d'argent et à manipuler l'argent? On peut aussi se demander, tiens, est-ce que la rémunération que je reçois aujourd'hui me convient, me suffit? Donc, faire un état des lieux très concret, presque chiffré, en tous les cas le plus factuel possible, pour voir quelle est la situation aujourd'hui. Parce que si aujourd'hui, malgré une formation, malgré m'être lancé à mon compte, je gagne pas autant d'argent que j'aimerais et que je pourrais par rapport à mes formations, mes qualifications, et il y a d'autres personnes qui font plus ou moins la même chose que je fais, bah, c'est qu'il y a une difficulté en matière de relation à l'argent ou, parce que ça peut être aussi un problème stratégique, je ne sais pas comment faire pour trouver des clients, pour formaliser une offre. Donc là, c'est un autre type aussi d'aide qui peut arriver. Mais en tous les cas, est-ce que factuellement, ma situation financière me convient? Oui, non, première chose. Deuxième chose, parce que je peux gagner beaucoup d'argent, je peux ne pas avoir de problème pour gagner de l'argent. Mais deuxième chose, je peux être angoissée malgré l'argent que je gagne.
parce que parfois on croit que c'est que quand on manque d'argent qu'il y a un problème. Pas du tout. Moi, j'accompagne des personnes qui gagnent beaucoup d'argent. On pourrait considérer qu'ils n'ont pas de problème a priori avec l'argent, mais ils sont très malheureux parce que leur relation à l'argent est basée d'insécurité et donc ils ont peur de perdre tout ce qu'ils ont gagné. Ils ont peur de se faire euh, abuser par l'équipe, par les salariés, par que sais-je. Donc ils sont complètement intranquilles malgré l'argent qu'ils gagnent. Et donc là aussi, il y a besoin de faire quelque chose pour apprendre à développer une meilleure relation avec l'argent. Puis, c'est intéressant de regarder, donc petit 3, c'est intéressant de regarder qu'est-ce que vous avez reçu de la famille d'origine, de l'éducation, du milieu dans lequel vous avez grandi, comme image ou stéréotype de l'argent. Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Est-ce qu'on vous a dit que l'argent, c'était sale? Ou est-ce qu'on vous a dit au contraire qu'il fallait gagner beaucoup d'argent parce que si tu gagnes pas de l'argent, tu seras rien dans la vie? Donc, être aussi très au clair avec ce qu'on vous a transmis. Qu'est-ce qu'on vous a dit que c'était les riches? Il n'y a pas que l'argent, c'est aussi les riches ou les pauvres. C'est très caricatural ce que je suis en train de dire, mais c'est comme ça que se développe le discours sur l'argent. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou que c'est mal. Là, on est vraiment en train de faire un état des lieux de qu'est-ce qui vous a été transmis comme image de l'argent des riches et des pauvres. Parce que maintenant que vous êtes entrepreneur, une entreprise qui ne fait pas de chiffre d'affaires et de rentabilité, c'est une entreprise qui meurt. Donc, quelles que soient les images qu'on vous a transmises, c'est important de pouvoir prendre du recul dessus pour vous demander, vous, aujourd'hui, est-ce que ces images vous collent toujours à la peau? Et si oui, est-ce qu'elles sont aidantes ou pas dans le fait d'être à votre compte? Ou est-ce que, en fait, c'était les images de vos parents, de vos éducateurs, que vous n'avez pas cette image-là, vous avez une autre image de l'argent, de la richesse ou de la pauvreté, mais que malheureusement, il y a encore des loyautés, ce qu'on appelle des loyautés, c'est-à-dire des liens qui vous rattachent encore aux images précédentes et aux personnes de votre histoire qui vous les ont transmises. Et donc, il y a besoin de se défaire de ces liens pour être capable d'avancer plus efficacement dans la poursuite de vos objectifs. Donc, il y a à la fois un état des lieux factuel à regarder, un état des lieux plus immatériel. Et puis, pour terminer, j'ai parlé des grandes dimensions, les émotions, l'état d'esprit, la gestion du budget et le sens et la créativité qu'on veut y mettre. Donc, vous pouvez aussi faire un mini diagnostic. Est-ce que je suis tranquille avec les émotions en lien avec l'argent? Ah, tiens, je suis angoissée avant de parler d'argent. Bon, ben là, il y a peut-être une croix à mettre côté des émotions et aller y travailler. Ou alors, je me sens coupable de demander de l'argent quand j'énonce mes tarifs, par exemple. Donc, vraiment regarder dimension par dimension pour vous dire, OK, j'ai toutes les cases de cocher et je dois un peu travailler toutes les dimensions. Ou alors, est-ce que c'est plutôt l'une par rapport à l'autre? Alors du coup, je crois que tu as devancé la question que j'allais te poser, mais tu vas confirmer ou infirmer si tu veux bien, si j'ai bien compris. La question que j'allais te poser, c'était pour nos auditeuristes qui peut-être t'écoutent et se disent, oui, mais moi, j'ai déjà travaillé mes croyances, j'ai déjà fait un coaching sur l'argent, j'ai déjà travaillé mes loyautés familiales, j'ai déjà fait ceci, j'ai déjà fait cela, et pour autant, je plafonne à X euros de chiffre d'affaires par mois, par an, etc. Donc la solution que tu leur proposerais, ça serait de quand même repasser par ces dimensions en disant peut-être qu'il reste des choses sur le sujet émotionnel, par exemple. On ne peut pas tricher avec l'argent. Je vais dire quelque chose qui va peut-être provoquer les réactions des personnes qui nous écoutent. L'argent est une voie de développement personnel et spirituel. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas tricher avec l'argent. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous n'êtes pas satisfaite, soit ou satisfait, soit de votre situation financière, soit de votre qualité intérieure, de votre état d'être par rapport à l'argent, c'est quelque chose qui n'est pas résolu. Quoi que vous ayez fait auparavant. Je le disais un peu plus tôt, on n'a jamais fini de travailler sa relation à l'argent. Donc même moi,
qui est une certification de spécialiste de relations à l'argent avec le coaching, régulièrement, je débusque quelque chose de nouveau qui m'empêche et que je dois travailler. C'est pareil pour tout le monde. Première chose. Deuxième chose, sans prétention aucune, il existe peu aujourd'hui d'approches en lien avec l'argent et la relation à l'argent réellement efficaces. Je vous dis ça depuis que j'ai 18-19 ans. Je suis en analyse ou en psychothérapie et je fais plein de choses parce que j'aime ça, parce que je trouve ça intéressant et que ça m'ouvre l'esprit. Néanmoins, c'est un sujet que j'ai pu amener plein de fois sur le tapis ou sur le divan sans que ça change autre chose qu'une forme de compréhension intellectuelle. L'argent, ça se travaille pas par l'intellect. Et c'est pour ça que je dis que pour avoir expérimenté plein de choses, et y compris à l'époque où je cherchais moi-même en tant qu'individu à améliorer ma relation à l'argent pour gagner plus d'argent quand j'allais me lancer à mon compte, j'ai pu observer qu'il y a peu d'approches ou de pratiques ou d'outils réellement efficaces. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Et c'est pas parce qu'on a fait un certain travail qui nous a amené à un certain endroit qu'on n'a pas besoin d'y revenir. Hein, c'est l'ascension en spirale. On n'a pas besoin d'y revenir avec une autre approche ou avec une autre personne pour passer un nouveau palier. Alors, question provoque, puisque toi, tu as attaqué ta réponse en disant je vais provoquer les auditeurs et auditrices. Donc, enfin, c'est que la moitié d'une question provoque, mais je me fais porte-parole peut-être d'une question qu'ils peuvent avoir en tête. Peut-être qu'il y en a parmi eux et parmi elles qui se disent, ouais, alors, t'es bien mignonne, Marjorie, mais enfin, moi, je suis dans une situation de grande précarité. Ma boîte fonctionne plus. Il me reste un mois, 2 mois, 3 mois d'échéance. Je suis prise par le temps. Ce n'est pas qu'un sujet d'émotion, etc. Qu'est-ce qu'on peut leur adresser comme réponse à ces entrepreneurs et entrepreneuses-là qui sont en plus dans un contexte économique difficile, d'inflation, etc. Malheureusement, on va pas leur expliquer, ils connaissent. Et qui peut-être peuvent se sentir soit culpabilisés par ces discours-là, soit, s'ils sont pas culpabilisés, peuvent se sentir un petit peu désarmés en te disant, ouais, non, mais d'accord, mais c'est un gros travail qui va pas se faire comme ça en 48 heures, et moi, j'ai une urgence. C'est sûr que dans ces situations-là, d'urgence financière, on se sent absolument démuni, impuissant, terrifié, angoissé. Ça, il n'est pas question de le nier. Si on est vraiment dans une situation d'urgence, il existe des dispositifs. On peut aller voir le banquier déjà. On peut aller voir le banquier, expliquer la situation et voir ce qu'il est possible de faire. Parce que c'est pas que une question d'émotion, tu disais, mais c'est aussi une question d'émotion. Et c'est aussi une question de relation à soi-même, de ce qu'on s'autorise de faire ou pas. Moi, j'ai eu une personne qui avait suivi MoneyUp, qui est la formation de groupe la plus accessible, en tous les cas, dans mon écosystème à moi pour travailler sa relation à l'argent. Et le témoignage qu'elle m'a envoyé quelques mois après avoir fini la formation, spontanément, c'est en fait, Marjorie, cette formation, elle a évité la faillite de mon entreprise. Parce que cette personne a commencé la formation en étant dans la situation que tu décrivais. C'est important quand on est dans ces situations très difficiles de dépasser l'éventuelle honte ou culpabilité qu'on peut ressentir de ne pas avoir réussi ou d'être dans une période très difficile. Mais la vie d'une entreprise, c'est ça. Les entrepreneurs aguerris, quel que soit leur secteur d'activité, quand on les interroge, nous racontent qu'ils ont connu des moments dans leur boîte où ils étaient proches de la faillite ou de tout lâcher. Ça, c'est une réalité. Hein. Ça correspond à ce qu'il peut se passer dans la vie d'une entreprise sans qu'on soit un loser ou un nul total. Aux États-Unis, si tu n'as pas fait une faillite dans ta vie, tu n'es pas un bon entrepreneur. Donc, c'est intéressant aussi de voir comment les choses peuvent être perçues. Donc, vraiment, il y a quelque chose à dépasser de l'ordre des émotions ou du jugement qu'on peut se porter pour aller être capable d'aller chercher les bons interlocuteurs. Ça peut être des banquiers, ça peut être des associations qui accompagnent les entrepreneurs. Je pense à 100 000 rebonds, par exemple, qui accompagnent des entrepreneurs qui ont fait faillite
ou qui sont proches de la faillite. Ça peut être venir se faire coacher chez moi ou chez quelqu'un d'autre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que même quand on est dans la pire des situations, il existe des solutions qui sont pas forcément coûteuses. En tous les cas, ça va pas chercher 10 000 euros pour se sortir du truc. Les banques, si vous avez une bonne relation avec votre banquier, les banques sont aussi des partenaires. Et ça, chez les femmes, c'est pas une habitude, peut-être chez les hommes aussi, mais les femmes entrepreneurs que j'accompagne, la majeure partie n'ont pas de relation avec leur banquier. Et ça, c'est problématique. Quand on est entrepreneur, on ne peut pas ne pas avoir de relation avec son banquier. Et cette relation, elle ne se crée pas au moment où on est dans la merde. Elle se commence bien avant. Et ça, c'est pas dans les habitudes. Donc, il y a aussi de la co-responsabilité qui est dans le système, même si la conjoncture est ce qu'elle est au moment où on enregistre. Oui, alors justement, tu viens de donner un conseil concret, pratico-pratique, d'entretenir une bonne relation avec son banquier. Est-ce que tu en as d'autres dans, allez, les 3 meilleurs conseils pour les entrepreneurs, entrepreneuses qui nous écoutent, qui veulent améliorer leur rapport à l'argent, qui veulent potentiellement gagner plus d'argent, augmenter le chiffre d'affaires ou tout du moins la rentabilité de l'entreprise? C'est quoi les 3 conseils pratico-pratiques avec lesquels ils repartent? Est-ce que je peux donner un conseil qui n'est pas pratico-pratique? Parce Oui, qu'il n'y bien a sûr. pas que des conseils pratico-pratiques. Parce que sinon, ça marche pas. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai accompagné plein d'entrepreneurs qui étaient très pragmatiques, pratico-pratiques, qui savaient super bien gérer, aller chez le banquier, mais qui n'avaient pas les résultats qu'ils espéraient. Voilà, parce qu'il n'y avait pas la dimension intérieure qui est aussi nécessaire. Donc le deuxième conseil qui est direct, mais qui n'est pas pratico-pratique, ça serait je vais le dire, alors ça va peut-être encore susciter des réactions, mais tant mieux. Tant pis ou tant mieux, ou les deux, c'est important d'aimer l'argent. Si vous n'aimez pas l'argent dans le sens aimer, pas comme Picsou, mais aimer comme matérialisation de la joie éventuelle que quelqu'un va avoir de vous donner cet argent en contrepartie du service que vous allez lui rendre ou du produit que vous allez lui vendre par votre activité, ça va être super dur. Donc ça, c'est le deuxième conseil que j'aimerais passer. Alors, parfois, ça ne se fait pas tout seul, c'est pas évident, on pourrait développer dessus, mais peut-être là, je plante une graine. Pour avoir les résultats satisfaisants avec l'argent, c'est important de l'aimer. Si vous ne l'aimez pas, rien ne va se passer. Donc, se réconcilier, aimer l'argent. Et troisième conseil que je pourrais donner, c'est que j'ai observé comme une corrélation, je fais le geste des parallèles pour les personnes qui vont nous écouter en podcast, il y a une corrélation entre la valeur personnelle que vous vous accordez et la réalité financière qu'il va y avoir en face. C'est-à-dire que si à un endroit, vous avez l'impression que vous n'êtes jamais assez, ou que ce que vous faites, c'est jamais assez, bah, ça va être difficile d'augmenter le montant qu'il y a sur votre compte en banque. Donc, entreprenez n'importe quel travail thérapeutique, développement personnel, physique, faites du sport si c'est le sport pour vous, mais qui va vous permettre de vous rendre compte que vous êtes quelqu'un de bien, que ce que vous faites, c'est super, et qu'il n'y a pas de problème ou de honte avec la circulation de l'argent. Juste avant que l'on enregistre, j'étais en séance cliente avec une entrepreneure qui a réussi en 3 ans, parce que ça fait peu de temps qu'elle s'est lancée, mais à développer une agence, je ne vais pas aller plus loin dans le détail par souci de confidentialité, mais une boîte, une agence qui offre des services. Et elle a démarré de zéro, elle n'a pas fait d'école de commerce. Elle vient d'un milieu familial compliqué. Je ne vais pas aller plus loin non plus dans l'histoire. Mais bref, elle s'est lancée comme elle a pu, à l'étranger en plus, dans un nouveau pays. Elle a eu une première année très correcte, une deuxième année où elle avait suivi la formation Money Up et ça l'avait aidé à switcher pour augmenter significativement son chiffre. Et puis, quelques mois après, elle m'a demandé de l'accompagner en individuel parce que ça y est, elle avait déclipsé des trucs, elle voulait aller plus loin. Et là, juste avant, donc toi, on était en séance. Et puis,
on se rend compte qu'en fait, le service qu'elle vend, c'est un service sur 1 an. Et si les clients souhaitent, ils peuvent renouveler. Et dans le contrat initial, il est écrit noir sur blanc que si on renouvelle le service d'1 an, c'est tel tarif. Et là, en fait, elle avait occulté, oublié ce qu'on veut. Mais durant la séance, elle me dit, bah, en fait, Marjorie, je n'envoie pas les factures de renouvellement. Je ne demande pas l'argent. Moi, je dis, ah bon? Mais pourquoi? Donc, elle m'explique. Je dis, mais comment ça se passe dans le contrat initial? Elle me dit, si, dans le contrat initial, les clients ont signé que ça se passerait sous telle et telle condition. Et je lui dis, OK, et t'as combien de clients là cette année qui ont renouvelé? Donc, elle me donne le nombre et je dis, et si tu fais la multiplication par le tarif de renouvellement, combien tu laisses hors de l'entreprise? Bah, le montant, il est hyper significatif. On ne parle pas de 500 euros qui restent devant la porte. Et pourquoi est-ce qu'elle ne le fait pas? Parce que c'est quelqu'un qui s'est construite en étant dans le don d'elle-même jusqu'à s'oublier pour des raisons familiales. Et donc, pour elle, aujourd'hui, c'est en train de changer par le travail qu'on fait, mais c'était naturel de ne pas demander. Donc là, il fallait qu'elle envoie une facture de renouvellement et qu'elle demande le virement. Pour elle, faire ça, c'était trop difficile. Donc là, à présent, elle va le faire, mais c'était trop difficile parce que elle se disait que le plus gros de son travail avait été fait durant la première année et que là, elle n'allait pas redemander de l'argent, peu de travail finalement, alors que c'était pas vrai du tout parce que après, dans la séance de coaching, on a vu que ça allait quand même lui demander du travail. Mais donc, il y avait une différence entre la valeur qu'elle accordait à ses compétences et son travail et la valeur financière. Donc ça, c'est un exemple très précis qui peut aussi expliquer des situations où encore plus quand on est dans un contexte d'inflation et de difficultés économiques et de morosité, vont faire qu'il y a beaucoup plus d'entreprises qui se cassent la gueule parce que pour certains types de personnalités, bah, il ne faut pas qu'elles en rajoutent avec leurs tarifs ou que sais-je, parce que le monde va déjà assez mal. Et ce type de pensée est inepte quand on se place du côté entrepreneurial, parce que ça court à la perte de l'entreprise. La cliente dont je parlais juste avant faisait face à des soucis de trésorerie en ce moment. Et quand on a regardé la situation, ben c'est là qu'elle m'a dit, mais en fait, il y a ce montant d'argent qui pourrait être là et qui n'est pas là. Et je suis sûre que c'est un exemple parmi tant d'autres, mais qui va parler à énormément de personnes qui nous écoutent. Oui, alors je pense effectivement que ça va parler à beaucoup de de ceux et celles qui nous écoutent, certainement beaucoup à celles qui nous écoutent, parce que évidemment, ça me permet de faire une boucle avec ce qu'on évoquait au tout début de notre entretien, c'est-à-dire que j'entends quand même la question patriarcale qui se trame derrière et de toutes les injonctions faites aux femmes. Tu en as parlé en début d'entretien sur les différences d'éducation, différences de rapport à l'argent, etc. Et de tout plein d'injonctions que les petites filles entendent pas spécifiquement sur l'argent, mais qui vont aussi se reporter sur l'argent, de se faire discret, d'être sage, de pas prendre de risques, etc., etc. Donc, je vais pas tergiverser 1000 ans sur les aspects très sexistes de ce genre de situation et d'avoir élevé les femmes dans la question du don, etc. Parce que, me semble-t-il, je prêche une convaincue. Et que je pense que beaucoup d'auditeurs et d'auditrices de ce podcast sont aussi conscients et conscientes de ça. Mais alors du coup, j'avais dit que je poserais la question en début d'épisode, et comme tranquillement mais sûrement nous en approchons la fin, je pose la question pour les entrepreneuses qui nous écoutent et qui se retrouvent là-dedans, qui ont conscience des injonctions qu'elles ont pu recevoir, mais qui se sentent un petit peu désarmées, démunies, de dire bah ok, bah, je suis bien consciente d'avoir reçu tout ça, mais c'est très difficile à dépasser parce qu'il y a évidemment tout un système qui met de la pression là-dessus. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire, éventuellement à leur conseiller, par quoi elles peuvent commencer? C'est difficile, c'est vrai, mais c'est pas impossible. Ça va demander un peu comme la rééducation quand on va chez le kinésithérapeute, ça demande de la répétition et de la répétition inlassablement parce qu'il faut déconditionner des années et des années. Donc, c'est difficile, mais c'est pas impossible. Et ce que je peux vous recommander,
c'est d'identifier quand vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas, vous n'osez pas à faire quelque chose. Par exemple, je n'ose pas envoyer ma facture. Essayez de trouver le mot précis du jugement que vous vous portez sur vous-même. Vous avez peur de passer pour quoi si vous envoyez la facture? Ah, je vais passer pour quelqu'un d'intéressé, par exemple. Trouvez votre mot à vous. Qu'est-ce que ça vient réveiller comme ombre? J'emploie un minimum de jargon, mais comme ombre chez vous. C'est-à-dire une partie de vous-même que vous n'avez surtout pas envie d'être. Premièrement, trouvez ce mot. J'ai peur de passer pour une intéressée. Et puis, il va falloir déconditionner son ombre. Moi, je suis une fan absolue du travail de Carl Jung, qui était un psychiatre suisse, disciple puis dissident de Freud, qui a beaucoup travaillé sur cette notion d'ombre. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, en tant que personne, nous sommes constitués d'une infinité de facettes. Certaines facettes positives, c'est-à-dire on aime bien être perçu comme quelqu'un de généreux, comme quelqu'un d'intelligent, de sympathique. Donc ça, ce sont les facettes brillantes, positives. Mais nous sommes aussi constitués de facettes qu'on n'aime pas, qu'il appelle ombre. Par exemple, intéressé. Et Jung dit, de toute façon, on est fait des deux. Donc, c'est pas la peine d'essayer de pas vouloir être intéressé. Une partie de nous l'est, parce que nous avons toutes les facettes de l'humanité à l'intérieur de nous. En revanche, vouloir que cette ombre reste dans l'ombre mobilise énormément d'énergie psychique, physiologique, intellectuelle. Donc, on passe beaucoup de temps et d'énergie à vouloir éviter de passer pour quelqu'un d'intéressé. Donc, ça, c'est Jung qui dit ça. Je souscris avec cela. Et pour aller plus loin, il dit, plus vous acceptez cette ombre et vous la mettez dans la lumière, moins il y a d'énergie qui est passée à essayer de la garder derrière. Et donc, plus cette énergie est disponible au service de ce que vous avez envie de mettre en place dans la vie. Donc, dit autrement, donc là, j'ai fait une mini théorie à la sauce Marjorie, mais une fois que vous avez identifié le mot, par exemple, intéressé, l'ombre, vous ne voulez surtout pas passer pour une intéressée auprès de vos clients, eh bien là, deuxième étape, il y a besoin d'intégrer cette ombre. Moi, j'utilise un outil qui s'appelle le PKS, Peter Koenig System, du nom de son inventeur, ce cher anglais Peter Koenig, qui a passé des années à faire des recherches sur l'argent et qui m'a été transmis par Christian Junot. Donc cet outil, le PKS, consiste à faire une phrase très simple du type « Je suis intéressé et c'est OK ». On s'en fiche de ce que votre tête va répondre, parce qu'elle va dire « Ah ben non, je veux surtout pas ». On s'en fiche, on ne travaille pas avec la tête, on travaille avec le corps. Donc vous pouvez faire l'exercice, les deux pieds bien à plat sur le sol, les jambes décroisées, et vos mains le long du corps ou sur vos cuisses. Vous répétez après moi. C'est un exemple. Peut-être que ça ne sera pas le mot intéressé pour vous, mais vous répétez après moi. Je suis intéressé et c'est OK. Et vous écoutez comment ça résonne dans le corps. C'est tout. Pas d'objectif à atteindre, on ne cherche pas que ça soit parti, que ce soit facile, rien du tout. Parce que c'est le corps qui se déconditionne et qui après vous permet de changer de comportement. Donc c'est une phrase que vous pouvez répéter plusieurs fois, mais attention, elle ne va pas toute seule. Il faut faire la phrase antidote derrière, donc une deuxième phrase, où là, vous allez trouver quel serait le contraire de cette ombre, quel serait le contraire d'être intéressé. Par exemple, vous voulez passer pour quelqu'un de généreuse. Pour vous, le contraire d'intéressé, c'est d'être généreuse, altruiste, admettons, l'un ou l'autre. OK, vous avez ce mot. Et donc, dans l'exemple qu'on donnait là, c'était quand on envoie la facture, quand on envoie la facture au client. Eh bien là, vous allez former une deuxième phrase. Je suis généreuse avec et sans envoyer de facture au client. Parce que qu'est-ce qu'on essaye de faire dans cette deuxième phrase? On essaye de réunifier les contraires, de remettre les polarités ensemble, c'est-à-dire que de la même façon qu'à l'intérieur de vous, il y a une facette intéressée, il y a aussi une facette de généreuse. Et cette facette de généreuse, elle est toujours là. Que vous envoyez la facture ou que vous ne l'envoyez pas, vous êtes quand même
quelqu'un de généreux. On essaye de sortir la qualité d'être de la condition. Hein. Je suis généreuse, sauf quand j'envoie la facture. Pas du tout. Que vous l'envoyez ou que vous ne l'envoyez pas, vous êtes généreuse. Idem que la première phrase, on peut répéter à voix haute. Je suis généreuse avec et sans, c'est très important, avec et sans envoyer la facture. Et vous écoutez comment réagit le corps. Et c'est quelque chose qui peut être reproduit jusqu'à ce que vous soyez capable d'envoyer la facture au client, comme vous demanderiez à quelqu'un à table, passe-moi le sel, s'il te plaît. C'est le déconditionnement. Donc là, je vous ai partagé un outil que moi j'utilise très très souvent avec les personnes que j'utilise dans leur relation à l'argent, que j'utilise pour les personnes que j'accompagne dans leur relation à l'argent. Ça peut paraître rien du tout, ça peut paraître idiot pour le mental quand on le pratique, mais il est extrêmement puissant au niveau du corps et des déconditionnements qu'il permet. Ok, eh bien écoute, la dernière question que j'aurais à poser sur les conseils pour qu'on puisse après conclure cet épisode, mais c'est dans la directe ligne de tout ce que tu viens de nous partager. Mais je voulais quand même qu'on s'en touche un mot parce que c'est un sujet dont on parle peu. À la fin de ton livre, tu parles d'investissement. Enfin, pas à la fin d'ailleurs, dans ton livre, tu parles d'investissement. Et tu dis qu'il y a qu'il y a seulement 15% des femmes qui investissent. Et ici, il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent. Alors, est-ce que tu aurais un message à faire passer, un conseil de base, un message justement en termes d'investissement financier? Ah, merci d'aborder ce sujet parce que c'est hyper, hyper important. Quand je parlais en tout début des inégalités de la répartition des richesses hommes-femmes, dans les investissements, on y est aussi, alors que l'investissement est un levier pour faire fructifier l'argent. C'est comme un arbre. On plante une graine argent, il va pousser un arbre argent qui va faire des fruits argent. Hein. L'investissement, c'est ça. Et ça serait super, bah là, voilà, de peut-être juste commencer à envisager que c'est possible, que vous pouvez investir, quel que soit le montant d'argent que vous avez à investir, parce qu'on n'a pas besoin d'être excessivement riche pour commencer à prendre l'habitude, que ce qui est important, c'est de commencer à investir, que si vous n'avez aucune idée de comment faire, ben, attendez un peu, parce que c'est pas non plus l'idée d'investir n'importe où, n'importe comment, mais déjà de vous dire que c'est possible, qu'avec 20 € par mois, on peut commencer à faire des choses. Et puis peut-être, alors, si vous n'y connaissez rien et que ça vous paraît une montagne, peut-être commencer par acheter mon livre, ou j'espère qu'il sera dans des bibliothèques comme mes livres précédents, pour que vous puissiez y avoir accès sans l'acheter. Mais voilà, on a fait en plus un tarif hyper accessible avec l'éditeur pour que ça puisse être lu par le plus de personnes possible. Parce que avant de commencer à investir, c'est pas compliqué. Un investissement n'a pas à être compliqué. Hein. Ça, c'est une idée reçue qu'on peut avoir aussi. Mais c'est important d'avoir une connaissance globale que j'explique un peu plus précisément dans le livre, de quels sont les différents supports d'investissement et par quoi on commence, parce qu'il y a aussi une réflexion, une stratégie. On ne va pas dans des crypto-monnaies, par exemple, si on n'a pas un tempérament qui adore le risque et qu'on ne sait pas constituer des économies de base, par exemple. Donc voilà, on n'investit pas n'importe comment, mais il existe des investissements, j'ai pas envie de dire facile parce qu'il n'y a rien de facile, mais qui vous demandent peu de temps de suivi. Voilà, selon ce que vous allez choisir, vous n'allez pas y passer beaucoup de temps. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, par exemple, ou avec juste un peu de budget et un peu tous les mois, vous pouvez commencer à investir. Donc, mesdames, vous avez le droit d'investir, vous avez la possibilité d'investir, même avec un petit budget, même sans y passer beaucoup de temps. Mais juste avant ça, informez-vous. Aujourd'hui, il y a aussi des podcasts qui existent sur l'investissement, des ressources. Enfin, ça s'est quand même assez démocratisé par rapport à il y a une dizaine d'années où c'était vraiment réservé à une élite et des gens très aguerris au niveau économique. Il existe des clubs aussi d'investisseuses au féminin. Peut-être que dans votre région, il y en a aussi. Donc, commencez à vous y intéresser. J'adore dire savoir, c'est pouvoir.
Mais voilà, ça commence par la connaissance et après, la connaissance réduit l'incertitude, réduit l'inconnu et aide à passer à l'action avec un peu plus de confiance, tout en acceptant de prendre le risque, parce que la vie est faite de risques. Et tout investissement, on dit, comporte une part de risque. On n'investit pas plus que ce qu'on est prêt à perdre. Ça, c'est une règle de base. Et voilà, si vous lisez mon livre ou que vous allez vous renseigner ailleurs, ben voilà, faites-vous confiance aussi, essayez, et puis prenez-en goût, parce que ça passe aussi par là, l'indépendance financière hein, des femmes passe aussi par le levier de l'investissement. Merci pour cette conclusion qui me fait plaisir qu'on ait des vecteurs d'émancipation qui soient verbalisés ici. Quelques petites questions de fin un peu plus rapides. Est-ce que tu as une ressource à conseiller justement sur ces questions financières autres que ton livre? Ça peut être ma newsletter sur Mmh. la relation à l'argent. Ouais. Je pourrais donner le lien éventuellement. Moi, j'ai écouté et j'écoute toujours plein de podcasts financiers, mais tous sont pas. Ça dépend quel est le niveau Mmh. d'entrée. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont encore faits pour des érudits. Donc, ça demande je voudrais pas que ça rebute si je donne un podcast ou un livre, parce que quand on est vraiment à l'étape zéro de la relation à l'argent ou de l'investissement financier, parfois on écoute un podcast, on comprend rien et on n'a plus envie d'écouter les autres. Donc, ce serait dommage. Mais intéressez-vous de manière générale à l'actualité. Quand on parle d'argent, ne fermez pas tout de suite la porte si vous trouvez que ça va être compliqué ou je ne sais quoi. Donc, pas de ressources précises, mais éventuellement la newsletter sur l'argent. Ok. Je crois que tu es une auditrice occasionnelle ou régulière de ce podcast. Qui est-ce que tu aimerais entendre sur le podcast de Bien dans ta boîte? Ah, qui j'aimerais entendre? Moi, ce que j'aimerais entendre et que j'entends très peu, Mhm. c'est pas forcément une personne en particulier, mais j'aime beaucoup les artistes et les intellectuels. J'ai fait des études d'histoire de l'art et je trouve que parfois avoir un regard décalé, c'est-à-dire de la part de quelqu'un peut-être artiste ou peut-être plus intellectuel, pourrait avoir beaucoup de choses à apporter sur le sujet de l'entrepreneuriat. Ok, très bien. Je vais me mettre en recherche d'un profil comme ça alors. Et puis, une dernière question. Avant cette dernière question, je remonte à la caméra ton livre et puis on salue les éditions Solar, du coup la maison d'édition, puisque c'est toujours nécessaire d'adresser quand même un petit coucou aux éditeurs et aux éditrices de nos ouvrages. Dernière question, quel serait ton levier d'épanouissement pour être bien dans ta boîte, outre travailler son rapport à l'argent, en plus de celui-ci? C'est revenir aux bases. Pour moi, ça fait plus de 10 ans que je suis à la tête de ma boîte. Et donc, j'ai essayé plein de choses dans cette idée d'épanouissement. Et il me semble que les bons vieux basiques, bien dormir, suffisamment dormir, bien manger, faire attention à ce qu'on met dans notre corps, ça ne veut pas dire qu'on va jamais s'autoriser de plaisir, mais je trouve que voilà, le déjeuner du midi, par exemple, souvent, il passe à la trappe. Et ben moi, je sais que veiller à avoir des repas équilibrés, avec des légumes, avec pas trop de sauce le midi pour me garder ma vitalité et être capable d'être en forme, c'est super important. Et puis s'aérer, prendre des pauses, même si on adore ce qu'on fait, qu'on est prise dans le flot de ce qu'on fait. Mais il me semble que sans ces fondamentaux, tout ce qu'on va essayer de mettre en place après pour l'épanouissement, ça va être que des pansements qui vont pas durer. C'est vraiment, c'est basique, prendre soin de son corps avec le sommeil, la nourriture, boire de l'eau et le faire bouger suffisamment. Eh bien, écoute, je te remercie. Je suis bien d'accord avec ça, puisque moi, dans mon livre sur le bien-être des entrepreneurs, j'ai attaqué justement par ces sujets-là. Donc, ça fera une bonne conclusion à tout ce qu'on s'est évoqué. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Marjorie, avant qu'on conclue cet épisode? Ah, je vais terminer par un souhait. Je forme le souhait que cet épisode puisse vraiment aider certaines personnes, femmes ou hommes d'ailleurs, qui ont vraiment besoin de travailler
l'argent, la relation à l'argent, et que peut-être ils viennent de découvrir quelque chose dont ils n'avaient absolument pas connaissance et qu'ils puissent se dire, bah ouais, il n'y a pas de fatalité. Et quelle que soit ma situation aujourd'hui, je peux l'améliorer. C'est vraiment le souhait que je forme. Eh ben, très bien. Le souhait est passé pour ceux qui nous écoutent. Je te remercie du temps que tu nous as consacré. Marjorie, on peut retrouver ton livre ici. On mettra bien sûr tous les liens dans les descriptions des plateformes podcast, YouTube, etc. Et puis je te dis à très bientôt. Merci Laura. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tu peux retrouver l'ensemble des informations et des liens en description de cet épisode. Si tu as des idées, des suggestions, ou si tu as tout simplement aimé cet épisode et que tu veux me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et 5 étoiles. C'est ce qui permet au podcast d'aider plus de personnes et ça permet aussi de me soutenir. Tu peux aussi partager cet épisode à un entrepreneur ou une entrepreneuse qui pourrait en avoir besoin. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao.